Au XVIe siècle, un monarque régnait sur un empire s'étendant sur plusieurs continents, commandait d'immenses armées et était immensément riche. Il s'agissait du roi Philippe II d'Espagne, et au sommet de son règne, il était le souverain le plus puissant du monde. Pourtant, derrière la puissance de son empire se cachait une histoire bien plus fragile. Ces mariages, conclus pour des raisons d'alliance et de dynastie, furent marqués à maintes reprises par la perte. 4 reines partageraient en sa couronne, mais aucune ne lui survivrait. Alors découvrons les femmes qui sont devenues ses épouses et leur destin tragique. Avant d'explorer la vie de ses épouses, regardons d'abord Philippe lui-même. Il est né le 21 mars 1527 au Palacio de Pimentel, dans la ville de Valladolid, en Espagne. Il était le fils aîné de l'empereur romain germanique Charles Quint et d'Isabelle de Portugal. À cette époque, Charles Quint était l'un des souverains les plus puissants d'Europe. Il était devenu roi d'Espagne en 1516, succédant à sa mère Jeanne de Castille. En 1496, elle avait épousé Philippe le Beau de la maison de Habsbourg, une dynastie qui régnait sur l'Autriche. En conséquence, Charles Quint et son fils Philippe étaient un membre de la puissante famille des Habsbourg. Cette connexion dynastique, combinée à l'influence politique et au soutien financier, a aidé à assurer l'élection de Charles comme empereur du Saint-Empire romain en 1519. Ainsi, non seulement il régnait sur l'Espagne, mais il contrôlait également de vastes parties de l'Italie, l'ensemble des Pays-Bas, et il était la figure centrale de la politique allemande en tant qu'empereur du Saint-Empire romain. En plus de cela, il contrôlait le premier véritable empire mondial, avec d'immenses territoires en Amérique, et plus tard aux Philippines et en Asie. L'afflux d'or et d'argent provenant des Amériques, après la conquête des empires aztèques et incas, a fait de l'Espagne la nation la plus riche du monde. En tant qu'héritier d'un empire vaste et en expansion, Philippe reçut la meilleure éducation possible, étant formé dès son plus jeune âge aux langues, à la gouvernance et aux responsabilités du pouvoir. Bien que ses futurs domaines s'étendraient sur plusieurs continents, Philippe s'identifiait fortement à l'Espagne et s'y sentait le plus chez lui. Enfant puis jeune homme, il était connu pour son caractère sérieux et discipliné, montrant très tôt une préférence pour l'ordre et le devoir. Bien qu'il fût souvent réservé plutôt que chaleureux, il pouvait se montrer courtois et maître de lui. Dans sa jeunesse, Philippe était jugé bel homme, et ses qualités poussaient chaque famille royale d'Europe à vouloir marier une de leurs filles à Philippe. Et bientôt, une heureuse élue fut choisie. Philippe épousa d'abord Maria Manuela du Portugal. Elle était la fille du roi Jean III de Portugal qui a régné sur le petit royaume ibérique entre 1521 et 1557. Maria est née en octobre 1527 à Coimbra, 5 mois après Philippe. Sa mère était Catherine d'Espagne, la sœur de Charles Quint, et donc la tante de Philippe. De plus, la mère de Philippe, Isabelle du Portugal, était la sœur de Jean le III, donc la tante de Maria. Cela peut sembler confus, mais pour le dire simplement, Philippe et Maria étaient mon cousin germain double. À cette époque, l'Espagne et le Portugal devenaient des puissances mondiales, et leurs souverains voyant ce mariage comme un moyen de rapprocher les deux royaumes, assurant la stabilité de la péninsule ibérique tout en gardant le pouvoir, la richesse et l'influence dans la famille. Ainsi, malgré leurs liens de sang extrêmement proches, Philippe et Maria se sont mariés à seulement 16 ans, le 12 novembre 1543, lors d'une cérémonie très opulente à Salamanque. Pourtant, leur mariage ne durerait pas longtemps. Au cours de l'hiver 1544, la nouvelle se répandit à la cour que Maria était enceinte, et des célébrations suivirent car leur héritier semblait assuré. Elle passa les mois suivants au palais royal de Valladolid, où, le 8 juillet 1545, elle donna naissance à un fils, Carlos. Mais la joie se transforma rapidement en tragédie. Maria souffrit de graves complications après l'accouchement et commença à avoir des hémorragies. Malgré tous les efforts, elle mourut seulement 4 jours plus tard. Elle n'avait que 17 ans. Pour Philippe II d'Espagne, le mariage avait assuré un héritier mais à un prix dévastateur. Il ne se remariera pas pendant 10 ans, bien que durant cette période, il ait eu des amantes et plus tard, même en tant que roi, il a gardé quelques maîtresses en plus de ses reines. Avec un seul héritier et encore très jeune, Philippe devait se remarier. Et lorsqu'il choisit enfin sa prochaine épouse, cette union allait être bien plus puissante et bien plus controversée que quiconque aurait pu l'imaginer. Philippe épousa ensuite Marie Tudor, la fille du roi Henri VIII et de Catherine d'Aragon.
Ellis naît le 18 février 1516 au palais de Placentia à Greenwich, en Angleterre. Enfant, Marie était une princesse pleine de promesses, bien éduquée, confiante et initialement favorisée par son père. Mais tout a changé alors qu'elle était encore jeune. À l'époque où Marie avait 10 ans, Henri s'était entiché d'Anne Boleyn et se montrait de plus en plus désespéré d'avoir un héritier mâle. Ainsi, lorsque le pape Clément VII refusa d'annuler son mariage avec Catherine, Henri entra dans une colère noire et rompit avec Rome, divorçant de Catherine en 1533 et déclarant Marie illégitime. Rejeté et séparé de sa mère, le monde de Marie fut bouleversé. Cette expérience la laissa profondément attachée à la foi catholique et étroitement liée à son héritage espagnol, un lien renforcé par le soutien des diplomates espagnols durant ses années d'isolement. Pendant cette période, Marie mena une vie effacée et souvent difficile. Elle était souvent malade, souffrait de règles irrégulières et de dépression, et fut ensuite contrainte de servir dans la maison de sa demi-sœur Élisabeth Ier, et était poussée à accepter les réformes religieuses de son père. Puis, en 1536, Marie se réconcilia avec son père et elle fut autorisée à revenir à la cour. À l'aube de ses 20 ans, l'attention se concentra sur son mariage. Elle fut brièvement courtisée par Philippe de Neubourg, mais en tant que luthérien convaincu, sa demande était inacceptable. En 1539, des négociations furent entamées pour que Marie épouse Guillaume, duc de Clèves, une union jugée appropriée en âge et en statut, mais une fois de plus, la proposition n'aboutit pas. Ce n'est que dans les dernières années du règne d'Henri VIII qu'elle fut réintégrée dans la ligne de succession, bien qu'elle restât officiellement illégitime. Finalement, en 1547, son père, Henri VIII, mourut, et son jeune demi-frère, Édouard VI, lui succéda en tant que roi. En 1553, il était en phase terminale, et sachant que Marie était la suivante dans la ligne de succession, et qu'elle annulerait les réformes protestantes qui avaient eu lieu pendant son règne, il tenta de l'écarter de la succession. Cela échoua finalement, et elle devint reine d'Irlande et d'Angleterre en juillet 1533. Âgée maintenant de 37 ans, Marie faisait face à une pression croissante pour consolider son trône et donner un héritier avant que sa demi-sœur Élisabeth Ier ne puisse lui succéder. Convaincue que sa position et l'avenir de l'Angleterre dépendèrent d'une alliance puissante, Marie se tourna vers les Habsbourg. Ainsi, elle fit son choix. Elle épouserait Philippe II d'Espagne. Ce mariage fut accepté et leur union eut lieu à la cathédrale de Winchester le 25 juillet 1554, quelques jours seulement après leur première rencontre. Il avait 27 ans, elle en avait 38. Renversement rare dans les mariages royaux de l'époque. Le couple n'avait pas de langue commune et communiquait en mélangeant espagnol, français et latin. Il n'est peut-être pas surprenant que les jeunes mariés étaient aussi cousins. La mère de Marie, en Catherine d'Aragon, était la fille de la reine Isabelle de Castille et du roi Ferdinand d'Aragon, les souverains dont le mariage avait uni le royaume d'Espagne à la fin du XVe siècle. Philippe était un arrière-petit-fils de Ferdinand et Isabelle. Il était donc le cousin issu de Germain de Marie. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance.
Avant leur mariage, Marie et Philippe conclurent un arrangement inhabituel, les faisant co-souverains d'Angleterre. L'Angleterre n'avait jamais eu de reine régnante incontestée auparavant, et il y avait un manque de clarté quant à la position que Philippe occuperait. Au lieu de devenir un simple consort, un époux du monarque sans autorité régnante, Philippe devint roi régnant. C'était très controversé en Angleterre, où nobles et politiciens redoutaient que l'Angleterre soit absorbée dans l'Empire espagnol comme royaume vassal. Et le mariage connaissait aussi d'autres difficultés. Marie était déjà à la fin de la trentaine, et le temps filait rapidement car elle approchait de la fin de ses années de fertilité. Mis à part cela, elle semblait être tombée enceinte peu de temps après avoir épousé Philippe, mais elle a ensuite perdu un enfant, si toutefois elle avait réellement été enceinte. Les historiens ne savent toujours pas exactement ce qui s'est passé en 1555. L'explication la plus probable est qu'elle a vécu une grossesse nerveuse, c'est-à-dire qu'elle croyait être enceinte alors qu'en réalité elle ne l'était pas. Marie avait remarqué des changements dans son corps, qui pouvaient être les signes de quelque chose de plus inquiétant. Peu de temps après l'humiliation de sa fausse grossesse, Philippe quitta l'Angleterre, partant pour les Flandres afin de commander ses armées contre la France. À partir de ce moment-là, il passerait peu de temps aux côtés de sa femme. Alors que son père, Charles Quint, commençait à céder ses vastes domaines, l'attention de Philippe se tournait de plus en plus vers l'Espagne et les Pays-Bas. Quel que soit le lien personnel qui ait pu exister entre eux, il s'est rapidement dissipé. Pour Philippe, le mariage avait toujours été une affaire politique, un moyen d'attirer l'Angleterre dans l'orbite de l'Espagne et d'assurer son retour à la domination catholique après les bouleversements du règne d'Édouard VI. Mais pour Marie, c'était quelque chose de bien plus personnel. Elle était totalement dévouée à son mari, aspirant à une vie de famille aimante qui lui avait été refusée dans sa jeunesse. Un contemporain a observé qu'elle était extraordinairement amoureuse de Philippe, une dévotion qui ne serait malheureusement jamais partagée. En mai 1558, Marie était devenue faible et de plus en plus malade. Souffrant constamment, probablement à cause de kystes ovariens ou d'un cancer de l'utérus, son état s'est progressivement aggravé. Le 17 novembre 1558, au palais Saint-James, elle mourut à l'âge de 42 ans, ses espoirs d'avoir un héritier et d'un mariage durable restant inassouvis. Loin, à Bruxelles, Philippe reçut la nouvelle. Écrivant à sa sœur Jeanne d'Autriche, il fit simplement remarquer qu'il ressentait un regret mesuré à son décès. Comme Philippe et Marie n'avaient pas d'enfants, le trône de Marie passa à sa demi-sœur, Élisabeth Ier, qui rétablit rapidement le protestantisme comme religion d'État. Ainsi, le plan visant à garder l'Angleterre catholique par le mariage de Philippe et Marie avait totalement échoué. Malgré cela, Philippe n'avait aucune envie de rompre ses liens avec l'Angleterre et envoya une demande en mariage à Élisabeth. Cependant, elle tarda à répondre et, pendant ce temps, apprit que Philippe envisageait également d'autres options. Quelques mois plus tôt, en septembre 1558, son père Charles Quint mourut, léguant ses vastes domaines à son fils. Et ainsi, Philippe II d'Espagne devint le monarque le plus puissant du monde. À seulement 33 ans, il était au sommet de sa puissance, mais sa dynastie restait dangereusement fragile. Il n'avait qu'un seul héritier survivant, le jeune Don Carlos, âgé de 13 ans. Et ainsi, une fois de plus, Philippe se tourna vers le mariage, cette fois non seulement pour une alliance, mais pour sa survie. Philippe épousa Élisabeth de Valois 7 mois plus tard, lors de son 3e mariage. Elle est née en avril 1546, au château de Fontainebleau, près de Paris. Élisabeth était la fille du roi Henri II de France et de son épouse, la tristement célèbre Catherine de Médicis. En 1550, le père d'Élisabeth entama des négociations pour la fiancer au jeune roi Édouard VI. Le mariage aurait lieu quand elle serait en âge de se marier. Mais comme nous l'avons vu plus tôt, Édouard est mort en 1553 alors qu'Élisabeth était encore une enfant. Comme c'était typique pour un enfant royal, Élisabeth a été élevée sous la supervision attentive d'un gouverneur et d'une gouvernante et a reçu une excellente éducation. En tant que jeune fille, elle était décrite comme timide et réservée, souvent impressionnée par sa mère, bien que ses contemporains aient également noté sa beauté et son charme. En 1559, des négociations étaient en cours entre l'Espagne et la France pour mettre fin aux longues et âpres guerres d'Italie qui faisaient orage depuis 1494. En avril de cette année-là, le traité du Cateau-Cambrésis fut signé, assurant enfin la paix entre les deux grands rivaux. Dans le cadre de l'accord, un mariage fut arrangé entre Don Carlos et la jeune princesse française.
Mais dans un retournement soudain de la diplomatie dynastique, ces plans furent abandonnés et, à la place, Élisabeth épousa Philippe lui-même, scellant ainsi la paix entre les deux empires rivaux. C'est ainsi que, le 22 juin 1559, Philippe et Élisabeth furent mariés par procuration. Au moment du mariage par procuration en France, elle avait 14 ans tandis que Philippe en avait 32. La cérémonie officielle aurait lieu en Espagne au printemps suivant. Ironiquement, Henri II fut tué dans un accident de joute lors des festivités à Paris pour célébrer le traité de paix et le mariage, seulement 3 semaines après le mariage par procuration. Fait unique parmi les 4 épouses de Philippe, Élisabeth n'était pas sa cousine, une rare exception à la tradition des Habsbourg. Leur mariage s'est avéré étonnamment chaleureux et il a même renoncé à avoir des maîtresses pendant plusieurs années, au milieu des années 1560. Élisabeth s'est réellement attachée à son mari et Philippe prenait plaisir à la divertir avec des tournois. À la cour, Élisabeth de Valois a noué un lien étroit et apparemment naturel avec son beau-fils, Don Carlos, le prince même qu'elle devait initialement épouser. Alors que le comportement de Carlos devenait de plus en plus instable, il semble avoir traité Élisabeth avec une douceur inhabituelle, et elle, en retour, lui témoignait patience et grâce. Cependant, la vie d'Élisabeth était marquée par d'autres difficultés. Elle avait une maternité difficile, marquée notamment par une morti-naissance à la fin de l'année 1560, alors qu'elle n'avait que 14 ans. 4 ans plus tard, elle a fait une fausse couche de jumelles. En 1566, elle donna naissance à Isabelle Claire Eugénie, et le couple se réjouit de la naissance d'une fille en bonne santé. Elle fut suivie d'une autre enfant en bonne santé, Catalina Michaela. Puis le 3 octobre 1568, Élisabeth donna naissance à une autre fille nommée Jeanne. Tragiquement, la mère et le nourrisson moururent le jour de la naissance de Jeanne en raison de complications liées à l'accouchement. Élisabeth n'avait que 22 ans à l'époque. Après la mort prématurée d'Élisabeth, Catherine de Médicis proposa à Philippe, accablé de chagrin, sa fille cadette Marguerite comme épouse, mais Philippe refusa l'offre. Au lieu de cela, il se tourna de nouveau vers sa propre famille. Philippe attendit seulement un peu plus pour épouser sa 4e et dernière femme. Il s'agissait d'Anne d'Autriche. Elle est née le 2 novembre 1549 à Siguel, près de Valladolid, en Espagne. Son père était le futur empereur du Saint-Empire romain germanique, Maximilien II, et sa mère était Marie d'Autriche. Anna a passé ses premières années à la cour d'Espagne, mais à l'âge de 4 ans, elle a déménagé à Vienne, où elle a été élevée et éduquée. Elle était l'aînée des 16 enfants de ses parents et la préférée de son père. Compte tenu de sa position, Anna d'Autriche était destinée dès son plus jeune âge à une puissante alliance matrimoniale. Des plans furent finalement établis pour qu'elle épouse son cousin germain, Don Carlos, qui, comme nous l'avons vu, était le seul fils survivant de Philippe et héritier du trône d'Espagne. Ils étaient un proche en âge et bien assortis politiquement et personnellement, bien qu'étant cousins germains. Mais en 1567, Don Carlos commença à montrer des signes évidents d'une grave instabilité psychologique. Au début de la vingtaine, il était devenu célèbre pour ses accès de violence, son comportement erratique et son imprévisibilité croissante. Alarmé, Philippe le plaça en détention. Quelques mois plus tard, en juillet 1568, Carlos était mort. Sa fin soudaine donna lieu à des rumeurs de mort de faim, d'empoisonnement et de secrets plus sombres au sein de la cour espagnole. À ce moment-là, Élisabeth était encore vivante et en bonne santé, mais comme nous l'avons vu, elle est morte seulement quelques mois plus tard. Tout cela laissa Philippe II dans une position désespérée. Il avait perdu à la fois son héritier et sa femme. Et donc Philippe fit une proposition choquante. Puisqu'Anna ne pouvait plus épouser son fils, alors peut-être devrait-elle l'épouser lui. Cette union défiait non seulement la Convention, mais aussi les objections du pape Paigant, qui était consterné par cette union. Non seulement Anna avait 23 ans de moins que Philippe, mais elle était aussi sa nièce. Son grand-père était Ferdinand Ier, l'oncle de Philippe, tandis que la mère d'Anna était Maria, la sœur de Philippe. Philippe était donc son cousin du côté paternel et son oncle du côté maternel. Malgré cela, le père d'Anna accepta le mariage, et ainsi, la jeune Anna de 20 ans épousa son oncle de 42 ans par procuration en mai 1570, alors qu'elle était encore à Vienne. Anna arriva en Espagne le 3 octobre 1570, et s'adapta très vite à la vie de cour avec une facilité surprenante. Brillante et joyeuse, elle adoucit la rigidité de la cour espagnole et devint rapidement l'épouse la plus aimée de Philippe.
Les diplomates remarquèrent que le roi lui était véritablement dévoué, lui rendant visite chaque jour dans ses appartements, et tous deux partageant un tempérament similaire, formèrent un lien étroit et affectueux. Bientôt elle tomba enceinte, et, en décembre 1571, le fils, tant attendu, naquit, mais il mourut de dysenterie en 1578. Un autre fils, Charles, mourut quelques semaines avant son deuxième anniversaire en 1575, avant que deux autres fils, Diego Félix et Philippe, ne naissent en 1575 et 1578. Finalement, en 1580, Anna donna naissance à leur unique fille, Maria. La même année, une crise dynastique au Portugal ouvrit la porte à Philippe pour revendiquer le trône portugais. Alors que les forces espagnoles se mobilisaient pour s'assurer du trône, Anna voyagea avec la cour, mais peu après son arrivée, elle tomba gravement malade. Le 26 octobre 1580, à Badajoz, elle mourut quelques jours avant son 31e anniversaire. Âgé maintenant de 53 ans, Philippe était au sommet de sa puissance. Mais qu'adviendrait-il de lui et de l'empire qu'il avait construit ? Après le décès de sa quatrième épouse, Philippe considéra avoir accompli son devoir de donner un héritier. Il choisit de ne pas se remarier, échangeant la vie animée de la cour contre les couloirs silencieux en pierre de l'Escurial. Il passa ses dernières années à vivre presque comme un moine, obsédé par la paperasse de son immense empire. Depuis son bureau, il lança l'armada espagnole et mena des guerres religieuses à travers l'Europe, travaillant sans relâche jusqu'à ce que sa santé commence à décliner. Comme nous l'avons vu, le seul fils survivant de Philippe était Carlos, fils de Maria Manuela, qui grandit en étant mentalement instable et mourut en 1568. Avec Marie, il n'eut pas d'enfants, mais ses enfants issus de ses deux derniers de mariage allaient en perpétuer la lignée familiale. Sa première fille survivante, issue de son troisième mariage avec Élisabeth de Valois, était Isabelle Claire Eugénie. Il avait prévu de la marier à son cousin Rodolphe II de la branche autrichienne de la famille. Ce mariage ne se concrétisa jamais, car l'excentrique Rodolphe resta célibataire. Isabelle épousa plutôt un autre cousin autrichien, l'archiduc Albert. Ils gouvernèrent les Pays-Bas espagnols, centrés sur la Belgique actuelle, entre 1598 et la mort d'Albert en 1621. Elle fut l'enfant la plus longévive issue des mariages de Philippe et vécut jusqu'en 1633, mourant à l'âge de 67 ans, bien qu'elle n'ait pas eu d'enfant. L'autre fille survivante de Philippe de ce mariage était Catherine Michel. Elle épousa Charles-Emmanuel Ier, le duc de Savoie, en 1585. S'ensuivit une période de 12 ans durant laquelle elle fut presque continuellement enceinte. Presque tous ses enfants survivraient jusqu'à l'âge adulte, mais malheureusement, elle mourut en couche en 1597 lors de sa 10e grossesse à l'âge de 30 ans. Comme nous l'avons vu, plusieurs des fils de Philippe, issus de son dernier mariage avec Anna, sont morts avant eux. Cette tendance s'est poursuivie après sa mort. Diego est mort en 1582 tandis que leur fille Maria est décédée l'année suivante. Ainsi, après ses 4 mariages, tous les espoirs de Philippe pour une succession stable reposaient sur son plus jeune et unique fils survivant, le prince Philippe. L'une des filles aurait pu succéder au roi Philippe, mais la succession de sa propre grand-mère en tant que reine au début du XVIe siècle avait provoqué une crise royale, et c'était précisément ce que Philippe voulait éviter. Heureusement, le prince Philippe a survécu. Durant ces dernières années, le roi Philippe vécut simplement, bien qu'il soit resté l'homme le plus puissant du monde jusqu'à la fin. Le 13 septembre 1598, dans le grand palais monastère de l'Escurial, Philippe II d'Espagne mourut après une longue et douloureuse maladie, probablement un cancer. Il avait 71 ans. Il fut remplacé par son fils de 20 ans, Philippe III, qui hérita d'un vaste empire s'étendant sur plusieurs continents, riche en puissance mais dangereusement fragilisé par la dette et la guerre. Il régna jusqu'en 1621 et son fils puis son petit-fils occupèrent le trône jusqu'en 1700 sous les noms de rois Philippe IV et roi Charles II. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les épouses du roi Philippe II d'Espagne. J'espère qu'elle vous a intéressé. Vidéo plus longue que d'habitude. Partagez vos avis en commentaire sur le format consacré aux épouses et filles de souverains ou personnages historiques. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Si vous avez d'autres suggestions, dites-le moi. J'espère aussi que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir mes vidéos dès leur publication. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. Alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.